Hello everyone. Tonight my guest is Olivier Gabé. Olivier is conservateur général du patrimoine et directeur du département des objets d'art du musée du Louvre. So we are going to do it in French, but if you don't speak French, you'll have an opportunity to watch it because I'll add subtitles afterwards. Welcome everyone. I hope you had a nice weekend. It was very chilly in Paris. Ask your questions for Olivier in comments and we'll try to answer them. Hello Thierry Maxime. Salut Olivier. Hello Laure. Welcome. Bonsoir. Enchanté. On a Thierry Maxime Loriot qui vient de se connecter. Fantastique. Tu as travaillé avec lui, n'est-ce Oui, pas? on a accueilli son beau projet sur Thierry Mugler au musée d'art décoratif à l'automne 2021. Ça avait été un immense succès. C'était d'ailleurs juste avant le décès de Manfred, aka Thierry Mugler. Donc il y a eu c'était un moment assez particulier dans l'histoire de la mode. C'est une exposition qu'il a aussi remis sur le devant de la scène et puis il est mort quelques temps après. Oui. Donc je disais à nos amis qu'on le fait en français ce soir et j'ajouterai des sous-titres sur les extraits. Je parle anglais, donc Tu préfères si tu veux. en anglais? On peut aussi... Ah non, comme on tu en a veux, même parlé. comme tu veux. Hello Ben. Allez, en français et on ajoutera les sous-titres. Parfait. Donc tu es maintenant, je disais à nos amis, tu es conservateur général du patrimoine et directeur du département des objets d'art du musée du Louvre. Tu étais auparavant au musée des arts décoratifs, comme tu viens de le dire. Tu as fait des expositions blockbuster comme Thierry Mugler, comme Dries Van Noten, Dior. Ça a été des immenses succès quand tu étais au MAD. Et tu es au Louvre depuis 2022. Depuis septembre 2022. Une autre Voilà. histoire. Et alors, tu es commissaire de l'exposition qui arrive le 24 janvier au Louvre, qui s'appelle Louvre Couture, objets d'art, objets de mode. C'est ton premier très grand projet au Louvre? Oui, c'est le premier projet que je fais comme commissaire. Le Louvre, c'est un musée évidemment immense. Sans doute le plus grand musée du monde. Et je dirais pour nos visiteurs et puis pour les gens de l'extérieur, c'est un peu le musée des musées. Donc tout ce qui s'y fait est toujours regardé de façon très particulière, très spécifique, très au-delà aussi de Paris et de la France d'une certaine manière. Et c'est la première fois que de manière aussi monumentale et dans un espace aussi vaste, le Louvre va faire sa propre proposition de ce qui le relie à l'histoire de la mode et de ce qui relie l'histoire de la mode à l'histoire de l'art. En 2022, le musée avait accueilli un des satellites de l'exposition qui marquait le 60e anniversaire de la fondation de la Maison Saint-Laurent. C'est un projet qui avait été imaginé par la Fondation et le musée Yves Saint-Laurent avec la complicité des musées parisiens. C'était quelque chose où le Louvre avait plutôt été le lieu d'accueil d'un projet qui n'avait pas forcément été défini par lui. Là, c'est un petit peu différent parce que c'est vraiment une proposition faite par le Louvre, signée par le Louvre, et donc c'est une première sur laquelle on a travaillé pendant de longs mois, voire une petite année et demie, pour en faire quelque chose qui soit on va dire, le plus juste possible, le plus pertinent, le plus séduisant. Oui, c'est une exposition d'une très grande ampleur, 71 silhouettes et une trentaine d'accessoires. Ça a dû être un travail titanesque. Alors, titanesque, oui, enfin, à l'échelle du Louvre et à l'échelle de la mode, c'est à la fois titanesque et ça peut paraître modeste. Comme tu le sais, Laure, le Louvre ne cherche pas spécialement à amplifier le nombre de ses visiteurs. Il y en a déjà eu 8,7 millions en 2024. On a aussi de grands espoirs sur 2025, dont l'idée, c'est pas tant de faire revenir plus de monde au Louvre que de changer un petit peu peut-être l'appréhension de ce qu'est le Louvre, qui reste quelque chose encore pour beaucoup de visiteurs un peu impressionnant parce que il y a un musée qui impose par la vastitude de ses collections, de ses espaces,
presque quelquefois une forme d'appréhension, et puis aussi de faire revenir le public un peu moins touristique, le public parisien, francilien, français, européen, pour lui dire que le Louvre a aussi des choses à dire sur plein de sujets contemporains et qu'il peut connecter ces sujets contemporains avec le temps très long des collections du Louvre. Et tu Mhm. disais, ce propos, c'est pas dans tout le Louvre, parce que là, pour le coup, je serais en burn-out. Je pense que toutes les équipes du Louvre a explosé depuis un certain temps. L'idée, c'était de vraiment de faire une proposition qui soit presque une proposition, je dirais, un peu haute couture, vraiment pensée pour le Louvre, dans certains espaces du Louvre, en l'occurrence les salles du département des objets d'art que je dirige, comme tu le disais tout à l'heure, depuis septembre 2022, et qui est une des collections les plus belles au monde, qui réunit des objets qui vont aujourd'hui de Byzance jusqu'au Second Empire. Donc on a quand même une vastitude, on est sur 1400 ans, 1500 ans de création, ce qui est pas rien, dans le domaine des objets, donc des arts du décor, des arts décoratifs, avec des objets quelquefois très politiques, très historiques, quelquefois des objets liés aussi très fondamentalement à l'histoire du goût en France, en Europe et dans le monde entier. Et donc l'idée, c'était de faire ce choix très précis d'une centaine d'œuvres, comme tu l'as dit, 70 silhouettes à peu près, une trentaine d'accessoires, qui ne soit pas le fait de se dire on met de la mode au Louvre pour le plaisir de mettre de la mode au Louvre, mais on interroge le rapport que les créateurs, notamment on a préféré se recentrer sur la période après la Seconde Guerre mondiale, de ne pas montrer de la mode ancienne qui pose plein de complexités aussi de présentation. On avait envie de voir quelle est la résonance aussi moderne et contemporaine de l'inspiration historique, alors soit d'objets qui sont dans nos collections, c'est le cas Mhm. pour des gens comme Karl Lagerfeld ou comme Hubert de Givenchy, soit à travers des dialogues entre des objets qui auraient pu être donnés par des créateurs de mode au Louvre. Et comme tu le sais, beaucoup de créateurs, encore aujourd'hui, sont souvent des connaisseurs, des amateurs d'art très éclairés, des collectionneurs. Et donc ça, c'était aussi intéressant parce que certains de ces objets ont fini dans les collections du Louvre, pour certains Mhm. d'entre eux. Et aussi de montrer comment le Louvre est un lieu où se trouve aussi l'inspiration de la création, y compris dans le domaine de la mode, ce qui est un peu la première. On le fait pour plein de facettes de l'art contemporain. On le fait pour la peinture, pour en ce moment Elisabeth Peyton est en résidence au Louvre. Depuis l'arrivée de Laurence Descartes, des chorégraphes très importants ont été invités, Anne-Thérèse de Kersmaker, François Chagnot. Enfin, voilà, c'est l'idée de montrer que la création contemporaine, aujourd'hui, est aussi très vivante dans le domaine de la mode et que ça serait un petit peu bête que le Louvre ne s'en saisisse pas pour montrer quelles sont ses collections, les collections de ses collections avec cette création. Mhm. C'est un angle original. Et comme tu dis dans le catalogue, tu dis qu'il y a des liens parfois plus ou moins libres entre l'objet d'art et la silhouette du créateur. Alors, l'idée, c'était de ne pas être systématique. Ce qu'il faut dire à nos auditeurs, c'est que l'exposition, elle s'invite dans les salles du département des objets d'art. Donc, c'est pas dans un espace particulier où on aurait fait des dialogues plus ou moins artificiels. C'est vraiment quelque chose qui se fait au cœur du parcours des salles. Donc, aussi bien pour des visiteurs qui viendraient le voir exprès que des gens qui viennent au Louvre une fois dans leur vie et qui flânent dans les salles et qui découvrent des choses un peu inattendues. Ça, c'est un point important. C'est Nathalie Crélière qui signe la scénographie. Nathalie Crélière, c'est aujourd'hui la meilleure scénographe et architecte pour ses expositions de mode. Elle a fait Christian Dior au Musée d'Art Décoratif. Elle avait fait Yves Saint Laurent avec Florence Muller au Petit Palais. Donc, c'est quelqu'un qui a une connaissance parfaite de la mode, mais aussi de ce que sont la présentation dans des musées. Elle a longtemps travaillé au Centre Pompidou. Et donc, ce que j'ai voulu proposer, c'est de ne pas être dans une forme de systématisme. Quelquefois, on sait de façon très claire, certaines œuvres ont pu inspirer très directement les créateurs. On a dans nos collections une commode du milieu du XVIIIe siècle extraordinaire en verre Martin qui essaye Schiaparelli? euh, Non, c'est non, pas le. de Karl Lagerfeld. Non, Ah, non, de non. Karl Lagerfeld. Euh, Puisqu'il y a un sac il y a aussi Schiaparelli. un siège Schiaparelli qui ressemble étrangement Oui. à des formes de mobilier. Alors, quelquefois, on a des propositions qui sont, comme tu disais, assez exactes, parce que certains de ces créateurs sont des créateurs je dirais, très érudits. C'était Mhm. le cas du Bertrand Givenchy, qui était un grand collectionneur dans le XVIIIe siècle, qui a fait, on en présente une, Intérieur du soir, qui est vraiment inspiré des marqueteries boules, dont il avait un des plus beaux exemples au monde dans sa propre collection, mais dont on a deux, trois choses pas mal quand même au Louvre provenant des collections royales. Dans le cas de Lagerfeld aussi, il a collectionné beaucoup de domaines et il a eu une passion toute particulière pour le XVIIIe siècle pendant une partie de sa vie. Et sa dernière collection de haute couture, il fait broder par le sage une extraordinaire veste de robe du soir qui reprend très exactement
les motifs décoratifs d'une des commodes un peu phares des collections du département. Donc on a des choses comme ça très précises qui sont très documentées dans les archives aussi des maisons. Et puis des fois, c'est plus sur l'impression, le sentiment général aussi. Quelqu'un comme Alexander McQueen qui se passionne pour la Renaissance, Iris van Herpen qui au-delà de tout ce qu'elle aime dans la recherche contemporaine, les biotechnologies, est complètement fascinée aussi par le gothique, etc., etc. Donc de montrer des fois, quelquefois, des inspirations qui sont, on va dire, un peu plus libres. Et ça aussi, c'est très, très intéressant parce que ça montre bien aussi l'histoire de l'art en général peut porter comme ça des discours très forts, proposer aussi une forme de rêverie, voilà. Et ça, je pense que c'est très, très sensible dans l'exposition. Hmm. Je l'ai là, parce que malheureusement, je n'ai pas le catalogue, mais j'ai Il n'est pas imprimé. encore, il Donc est pas encore sorti, le catalogue. Il ça, sort dans les jours qui viennent. bah, en tout cas, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir le PDF. Et donc ça, c'est Iris van Herpen, justement. Et Tarot cathédrale. voilà. Et Et ce qu'on c'est... a voulu faire, tu montres le Mhm. catalogue, ce qu'on a voulu faire, et dans l'exposition, mais c'est plus compliqué dans une exposition, mais très sensiblement dans le catalogue d'exposition, c'était de montrer qu'il y a aussi des chemins très, très proches entre le monde de la mode et le monde de l'art et le monde de l'histoire de l'art, parce que tu montrais cette image, ce côté mood board, on sait, c'est cette façon qu'ont beaucoup de créateurs aussi quelquefois d'associer beaucoup d'images, beaucoup d'inspirations différentes, quelquefois de les télescoper avec de la culture populaire, de la musique, de l'art plus contemporain. Je trouve que ça c'était intéressant de le montrer parce que le Louvre, finalement, depuis 1793, selon notre bon slogan, est ouvert à tous. Et le Louvre a toujours été un musée qui a été extrêmement proche des artistes. Pendant toute une partie de l'Ancien Régime, les artistes avaient des ateliers au Louvre. Euh, Mhm. David a travaillé au Louvre. Donc c'est assez intéressant de montrer que on ne peut pas installer un atelier de couture aujourd'hui dans les salles du Louvre, mais on peut y venir, on peut y prendre des photos, on peut s'inspirer de ces objets. Et c'est aussi une façon d'aborder différemment les collections. Donc c'est amusant puisque, comme tu dis, les créateurs travaillent avec des mood boards et dans le catalogue, vous avez recréé des sortes de mood boards. Comme ça, Ça, parce que c'est quelque chose on a travaillé avec un graphiste extrêmement et un DA extrêmement brillant, Cyril Allard, qui travaille aussi beaucoup pour le MUSEM. Et dans la première discussion, je ne le connaissais pas. Quand on s'est vu la première fois, je lui ai dit voilà, moi je pense que ce qui est important, c'est que ce catalogue il soit très riche, il soit pas cher, il sera à moins de 40 euros, ce qui est assez ah rare oui? pour un catalogue de mode, pour un catalogue d'exposition aujourd'hui. On a voulu le faire aussi léger. Il fait 300 pages. On a choisi des papiers qui sont légers, comme si on pouvait même se promener dans le musée, dans l'exposition avec le catalogue. Et ce qu'on voulait vraiment, c'était ce télescopage d'images, voilà, de montrer que c'est intéressant de montrer que tel objet a inspiré telle silhouette de mode, c'est passionnant. Le faire de façon systématique, je pense que ça serait extrêmement fatigant et ennuyeux au bout d'un moment pour les visiteurs. Puis il y a la magie des espaces du Louvre aussi. On est enveloppé par les tapisseries, on est enveloppé par le mobilier, par les objets. Donc c'était plutôt de se donner cette impression de générosité et de mélange comme ça des sources d'inspiration. Oui. Et tu écris dans le catalogue qu'il y a ce paradoxe au Louvre, qu'il y a du textile dans le sens où il y a des tapisseries, mais il y a très peu de mode. Alors, je dirais, les musées français sont assez bien organisés. Peut-être qu'ils ne donnent pas cette impression toujours de l'extérieur, mais ils sont très bien organisés. Et on a chacun, pour les musées nationaux, c'est le cas du Louvre qui est un peu la tête de gondole de ce système des musées nationaux, qui sont aussi qui travaillent de façon très collégiale. Il y a une sorte de répartition des tâches et des collections. Et les collections nationales de mode, elles sont conservées au Musée des Arts Décoratifs à Paris. C'est Oui. comme ça depuis un certain nombre de décennies. Le Louvre n'a pas vocation à collectionner la mode, n'a pas vocation à avoir un département de la mode, puisque un musée qui est de son voisin a la charge très impérieuse de s'en occuper, donc on n'a pas du tout envie d'entrer là-dedans. Après, comme tu le dis, la mode, elle est un peu partout. C'est-à-dire que la mode, on vient de faire un magnifique livre avec Sophie Fontanet qui s'appelle Le défilé du Louvre. La mode, elle est partout. Celui-ci, je l'ai pour le Voilà, coup. celui-là, oui, parce que le défilé est sorti au mois d'octobre. Euh, qui montre combien voilà, euh, le Louvre est un extraordinaire livre d'œuvres qui permet de retracer l'histoire de la mode. Et il n'y a pas un livre d'histoire de la mode, il n'y a pas un catalogue de mode où on ne retrouve pas une œuvre d'art ancienne et très souvent une œuvre du Louvre pour parler de tel ou tel sujet, que ce soit d'ailleurs de manière aussi dans l'inspiration que dans l'histoire même de la mode. Il y a quelquefois la mode, quelquefois, elle nous sert, nous, historiens de l'art, à dater un tableau ou une sculpture parce qu'on se dit, bah non, tel détail, ça ne peut pas être avant telle date, etc. etc. Même Euh, les couleurs, vous dites dans les, ce... Oui.
les couleurs, certains symboles. Voilà, il y a ce magnifique portrait d'une princesse de la maison d'Est de Pisanello dans les collections du département des peintures du Louvre. On ne sait pas l'identité, on ne connaît pas l'identité de cette princesse, mais on sait que c'est une princesse d'Est parce qu'il y a les armes d'Est et les symboles de la famille d'Est qui sont brodés sur certaines parties de sa robe. Mhm. C'est un magnifique tableau en buste et en profil. Donc la mode, elle est partout, mais c'est vrai qu'on ne conserve pas vraiment au-delà, comme tu l'as dit, des tapis et des tapisseries et de fragments, c'est le cas notamment pour certaines civilisations comme la culture, l'art copte ou l'art byzantin, on ne conserve pas beaucoup d'éléments liés directement à la mode en tant que telle. Donc c'était Mhm. une façon un peu de renverser pour nous ce paradoxe en disant non seulement la mode est partout parce qu'elle est présente dans les œuvres du Louvre, et ça de Babylone jusqu'au XVIIIe siècle français ou au romantisme anglais, et en même temps, elle est une source d'inspiration, enfin, elle est au miroir des sources d'inspiration que sont nos collections. Et alors, je crois que c'est dans ce livre, dans le dialogue avec Sophie Fontanelle, vous dites que les créateurs, à un moment, faisaient beaucoup référence à des livres d'art et maintenant ils aiment aller au musée pour s'inspirer. Moi, je suis assez frappé de voir que on a toujours tendance à dire avant, on faisait comme ci, maintenant on fait comme ça. Moi, je trouve que quand on prend un peu le recul, et c'est aussi ce qu'on fait nous comme historiens de l'art, comme conservateurs, où on travaille aussi beaucoup dans le temps long, euh, je trouve que c'est frappant de voir que peut-être que la pratique de l'art ou la pratique du musée peut évoluer d'une génération à l'autre, mais en tout cas, la présence de l'art est toujours très très forte. Et je suis frappé de voir combien c'est fort chez Lagerfeld, chez Gaultier, chez Yves Saint Laurent, chez Christian Dior, n'en parlons pas. Galliano est un dévoreur d'images et de connaissances et d'histoire de l'art. C'est le cas chez quelqu'un comme Christian Louboutin. Mais on voit aussi que chez les créateurs plus jeunes, aujourd'hui, je dirais la nouvelle garde qui est en train de monter de façon très, très impressionnante dans le monde de la mode. Je pense à Peter Muller, je pense à Mathieu Blasi, à Jonathan Anderson, Olivier Roustin dans un autre registre, mais c'est assez frappant. Voilà, ce Mhm. sont des créateurs Jacques Mus, il nous porte, Jacques Mus, qui regardent les objets, quelquefois les collectionnent. Alors, c'est pas forcément des objets anciens, parce que le goût aussi général a évolué, mais il y a quand même une sensibilité à l'artisanat, au craft, au métier d'art, à la céramique, etc. Et je trouve que c'est intéressant parce que, en effet, aujourd'hui, il y a quand même c'est frappant pour nous, musées, parce que tu sais, quand on parle souvent de mode et de musée ou de luxe et de musée, c'est souvent sous un angle très polémique. C'est toujours, oui, les musées ont besoin de l'argent, du monde privé, donc de la mode, etc., etc. Et ça règle bien ça règle les choses bien vite comme ça au moins, voilà. C'est quand même plus subtil et plus intéressant que ça, en général. Et je suis frappé de voir combien aujourd'hui, dans un moment un peu particulier dans la mode, hein, dans l'industrie de la mode, une espèce de petite crise quand même, enfin de moments d'inquiétude, il y a un truc très fort qui revient, c'est la question du style, c'est la question d'une forme d'émancipation aussi culturelle, de liberté, même de liberté d'associer des maisons qui sont souvent en rivalité quand elles sont dans le domaine de la créativité, dans le domaine commercial, mais que les clients s'approprient différemment. Mhm. Ça, c'est quand même très intéressant parce que qu'est-ce que demande, c'est une forme de liberté, c'est le style, et le style, ça s'en prend aussi dans les musées parce que c'est là où on forge son goût. Moi, je dis toujours, quand on va au musée, on a le droit de pas aimer, on a le droit d'aimer, mais on a aussi le droit de pas aimer, de moins aimer, de pas être intéressé partout, de passer très vite dans une salle, de s'arrêter dans une autre. Le musée, c'est aujourd'hui dans le monde contemporain, c'est comme un des derniers espaces de liberté quasiment absolue, où on vous oblige pas à regarder certaines choses. Enfin, en tout cas, il ne faut pas se sentir obligé à regarder certaines choses. Et ça, je pense que chez les jeunes créateurs aujourd'hui, c'est très sensible. Et puis après, bah, ce qui est formidable, c'est qu'ils peut-être encore plus que les autres, ils le mélangent, tu vois, avec leur propre culture, leur propre appréhension des choses. Euh, Moi, je suis quand même frappé quand je souligne le fait que Jonathan Anderson est trustee du Victoria and Albert Museum à Londres. Voilà, donc ça veut dire il fait partie du Board of Trustees d'un des plus grands musées au monde, dans le domaine des arts décoratifs plus spécialement, et que Mhm. ma vie est écouté et qu'il accompagne le développement de ce musée. C'est pas rien en fait, ça va au-delà de se dire est-ce que la mode est la mère nourricière de la culture aujourd'hui, puisqu'elle est un secteur où il y a beaucoup d'argent, peut-être un peu moins maintenant, où il y a beaucoup d'argent et qu'on peut tous en profiter. Je pense que c'est un peu plus
je pense que ça, c'est quand même assez fondamental. Ça, et C'est je pense que... plus, Ouais. c'est plus subtil, comme tu dis. Oui. Bah, c'est mieux de faire des caricatures parce que ça va plus vite et c'est plus reposant parce qu'au moins on va directement au but. Je trouve que la réalité est toujours plus intéressante parce qu'elle est un peu plus subtile. Et ça s'est senti dans le rapport avec les maisons quand on a fait les choix, quand voilà, on est allé vers elles. Tu sens qu'il y a quelque chose qui est quand même un peu plus profond. Voilà. Tu as vu au fil de ta carrière ce rapport évoluer entre l'art et la mode. Et tu as contribué d'ailleurs à le faire évoluer. Je pense qu'il était très polémique il y a encore 10-15 ans. Moi, je sais que je suis arrivé aux Arts décoratifs en 2013. C'était il y avoir une exposition Vuitton Marc Jacobs qui avait été pas très bien compris, peut-être pas aussi forcément très bien défini, et ça avait créé une énorme polémique euh, très déstabilisatrice et pour la maison et pour le musée, parce que quelquefois, ça pouvait malmener des choses très bien qui étaient faites par ailleurs, des vraies collaborations, des vraies discussions. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui a aussi évolué, c'est aussi la façon dont on prend goût dans les expositions de mode à montrer quelque chose qui va au-delà d'une maison et d'une marque. Mm. D'abord, je trouve que c'est toujours un peu compliqué de réduire un créateur important à l'idée d'une marque toute seule. Voilà, parce que ça va bien au-delà. Et on est assez entouré de grandes maisons aujourd'hui pour savoir qu'il y a un fondateur, une fondatrice, et puis que ces maisons, elles ont des vies très différentes les unes des autres, plus ou moins chaotiques, plus ou moins continues, etc. Donc cette idée toujours de se dire, bah, c'est des marques, c'est un peu, voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, on est allé assez au-delà de ça. C'est-à-dire que tout d'un coup, on s'est intéressé un peu plus, les institutions, à se dire, mais euh, qu'est-ce qui va au-delà un peu de la mode elle-même? C'est-à-dire que la mode qui parle à la mode, c'est intéressant, mais je pense que ça va 3 minutes. Euh, Franchement, je pense que la mode qui parle à d'autres secteurs de la création, c'est fascinant. J'ai eu la chance d'être commissaire de l'exposition Christian Louboutin il y a quelques années. Quand on parle avec Christian Louboutin, son rapport au cinéma, son rapport à la musique, c'est palpitant. C'est-à-dire que à la fois, c'est un grand créateur, mais avec une vraie culture artistique extrêmement variée, éclectique. Dries Van Noten, son exposition a été assez remarquable en 2014 sous la houlette de Pamela Goldwyn au musée d'art décoratif parce que c'était aussi de montrer avec beaucoup de respect d'où vient l'inspiration, comment se développe l'inspiration et ce rapport qui est souvent très respectueux et très profond à l'art. C'est pas juste des collaborations juste pour faire un peu d'argent pendant 6 mois. C'est quand même en général, ça va quand même plus loin que ça. Alors la presse, une certaine presse qui aime beaucoup critiquer, c'est un boulevard parce que en plus on remet une pièce tous les 6 mois et c'est génial parce qu'on revend du papier, mais c'est quand même un peu plus subtil et un peu plus fin que ça. Et, euh, et je pense que ça a été le cas avec Christian Dior, qui a été un détonateur fondamental, qui était d'autant plus légitime que Christian Dior était un de ces rares créateurs, un peu comme Schiaparelli, qui venait d'ailleurs plutôt d'abord du monde de l'art vers la Oui. mode. Et ça, c'était quand même assez génial, parce que ça innerve ensuite 70 ans, bientôt 80 ans de la vie continue d'une maison. Et chacun le réinterprète, le réimagine à sa façon, ce qui est assez fascinant. Mais c'était le cas, tu parlais de Thierry-Maxime Loriot tout à l'heure, pour l'exposition Thierry Mugler. On voyait tout de suite que ce que ça disait des années 70-80 et 90, la musique, le cinéma, la photographie, tout d'un coup, voilà, on entrait dans autre chose. Je ne parle même pas des Schiaparelli parce que voilà, c'est une compagnonne de route de tellement d'artistes que c'était une respiration totalement légitime. Mais ça va jusqu'à des visions beaucoup plus contemporaines. J'ai été ébloui, moi, par l'exposition d'Olivier Saillard à la Fondation Alaya sur le dialogue entre les collections, enfin, certains vêtements de d'Asdil Alaya et ses collections de Kuramata, cet immense designer japonais. Et ça, on voit bien que c'est passionnant parce qu'on va au-delà de vêtements. C'est-à-dire qu'on rentre dans des univers créatifs et comment la liberté la liberté de ces créateurs à s'approprier, et au sens noble du terme, hein, c'est pas genre je pique des trucs, mais vraiment de rentrer dans des formes culturelles différentes, ou ce que j'avais programmé avant de partir des arts décoratifs avec Iris Van Herpen, qui a été fait si merveilleusement par Chloé Pittiot avec Iris, sur cette extraordinaire façon d'inviter une très jeune créatrice qui parle d'elle, mais tout Mhm. d'un coup qui va dire moi ce qui me passionne, c'est ça en médecine, c'est ça dans la recherche biologique, c'est ça en architecture, et je pense que ça marche parce qu'aussi il y a une culture de mode qui s'est développée grâce à plein d'expositions au fil des ans, et qu'aujourd'hui le public aussi est devenu exigeant, le public est toujours moins bête que ce que l'on veut bien dire. Le public est beaucoup plus exigeant et il est prêt à voir des choses
qui l'emmène ailleurs. Et ça, c'est génial. Et tu dis aussi que les expositions de mode, il y a un moment où c'était des tableaux impressionnistes avec la robe de crinoline qu'on voit dans le tableau. Et c'était vraiment ce dialogue littéral. Alors, j'entends très bien le succès de l'exposition. J'ai en tête, quand je dis ça dans l'introduction à l'exposition, La mode et l'impressionnisme, qui était une exposition extrêmement impressionnante, hein, merveilleuse. Je dois dire que comme conservateur et comme historien de l'art, et je viens pas de la mode, hein, moi je viens des objets pour le coup, je viens pas de la mode. Mhm. Je trouve ça un peu compliqué, et pour l'un et pour l'autre, de penser que l'un documente l'autre ou que l'un est le prétexte de l'autre. Et dans cette exposition, par exemple, euh, faire venir un tableau époustouflant de Caillebotte qui est à Chicago juste pour le mettre à côté de deux robes, euh, je trouvais ça un peu. Voilà, je pense qu'on ne le ferait plus comme ça aujourd'hui. C'était la première fois, donc c'était très louable. Enfin, je veux dire, c'était. Mhm. Voilà. Je suis un peu plus réservé. Je pense qu'on peut dire des choses un peu plus profondes, ou alors la mode est juste une forme de documentation, ou alors au pire, un chef-d'œuvre de Caillebotte est une forme de documentation d'une pièce de mode, ce qui devient un peu plus subtil en termes philosophiques, ça c'est évident. Euh, c'est pas du tout ce qu'on a voulu faire dans l'exposition Louvre-Couture en tout cas, parce qu'on a quelquefois ces points de repère, mais en plaçant vraiment les pièces de mode qui vont de 1961 pour la plus ancienne jusqu'à 2024-2025 pour la plus récente, on les immerge dans le Louvre, on les immerge parmi les œuvres. Alors, quelquefois, elle dialogue très directement avec une œuvre, mais Versace va être présenté avec l'art byzantin, une œuvre qui a été inspirée par l'art byzantin, Gianni Versace, quelques semaines avant sa mort. Voilà, je pense qu'on est au cœur des choses, c'est-à-dire que c'est Gianni Versace et il est posé pour l'éternité d'une certaine manière, et en face de lui ou à côté de lui, il y a des œuvres byzantines qui fascinent, qui fascinent tous les historiens de l'art et puis même enfin, je veux dire n'importe qui depuis des siècles et des siècles, et chacun est à sa juste place. On n'a pas voulu du tout que l'un soit le prétexte de l'autre, parce que sinon Mhm. c'est pas très juste d'une certaine manière. Et alors, cette semaine, je suis allée au vernissage et je t'ai aperçu de l'exposition Dolce Gabbana. Et je me suis dit que si j'avais lu le catalogue ou vu ton exposition avant de voir Dolce Gabbana, j'aurais vu cette exposition différemment. Parce qu'on voit les pièces avec les mosaïques dont tu parles dans l'exposition. Oui, absolument. Mais d'ailleurs, il y a une pièce de Dolce Gabbana dans l'exposition. Je dois dire qu'on a été merveilleusement reçu par toutes les maisons avec lesquelles on a été en dialogue. Je n'étais pas étonné des maisons françaises parce qu'on avait l'habitude de travailler. Donc, quand on a la chance d'avoir fait un projet avec Christian Dior, on a affaire aux gens les plus divins qui vous ouvrent et qui vous offrent de sa manière des archives presque inépuisables. J'avais moins l'habitude de travailler avec les maisons italiennes. Je dois dire que ça a été un plaisir extraordinaire parce qu'elles sont toutes d'une générosité et d'un professionnalisme parfait. Je dois dire aussi que nos amis italiens, tu le sais, ont de l'histoire de l'art à l'école. Et ça se sent en fait Ah. dans la discussion avec eux parce que c'est comme une respiration assez naturelle. Alors en plus, quand le Louvre di Parigi vous demande un prêt, c'est tout de suite une autre ampleur. Et c'est vrai qu'en parlant avec Dolce Gabbana, moi, le modèle qu'on a emprunté, qui est un modèle de 2013, si je ne m'abuse, avec un extraordinaire décor de broderie et cette immense mosaïque, comme une robe courte, comme une grande mosaïque. Moi, j'y tenais beaucoup parce que nous avons quelques visages de mosaïque vénitienne qui viennent de Torcello, qui sont des très beaux témoignages de cet art byzantin. Alors, peut-être pas aussi somptueux qu'à Ravenne, mais en tout cas très beau quand même. Euh, et, euh, et je trouvais ça intéressant parce que, si tu veux, chaque chose a son sens. Là, le fait de montrer cette pièce de Dolce Gabbana au milieu des collections byzantines, c'est intéressant à plein d'égards, notamment parce que ce qui est assez fort, c'est que tu réalises en voyant la robe, qui est une robe de prêt-à-porter, Mhm. qu'on est au-delà du prêt-à-porter. On rentre dans quelque chose d'autre. Et quand tu regardes l'histoire de la maison de Dolce Gabbana, tu te rends compte que c'est cette robe qui est fabuleuse, elle vient du moment où en fait est portée une réflexion plus large sur Alta Moda, Alta Sartoria, comment aller encore au-delà de l'excellence par justement ce contact très direct, très permanent avec, avec les œuvres elles-mêmes, parce que ce sont Dolce, enfin, Domenico et Stefano sont des gens qui aiment mettre ça en avant aussi par leur voyage, par leur mise en valeur de l'art italien, ce qui est complètement fabuleux. Et ça m'amuse ce que tu dis, parce que finalement, l'exposition du Louvre, le Louvre Couture, c'est quasiment à la fois
une magistrale introduction à ce qu'on pourrait faire avec toutes les maisons. Oui. C'est aussi une sorte de synthèse assez inattendue et très originale de tout ce qu'on pourrait se dire de toutes les maisons. Parce que ce qu'on se dit là, on peut se le dire pour quasiment tous ceux qui participent à l'exposition d'une certaine manière. Euh, alors, tu as en partie répondu à ma question qui était, ça a dû être un tour de force de réunir toutes ces maisons qui peuvent être parfois concurrentes, même souvent. Alors ça, je pense que c'est la force du Louvre, cher Laure, parce que le Louvre, d'abord c'est le musée des musées pour beaucoup de gens, et je ne dis pas parce que j'ai travaillé depuis pas très longtemps, donc je ne suis pas encore complètement dans un aveuglement corporate, comme on dirait dans le monde du foot, pas totalement, mais c'est très singulier quand on a travaillé dans d'autres institutions et qu'on a la chance et l'honneur de venir ensuite servir au Louvre, de se rendre compte que ce musée est quelque chose qui est très fort, mais y compris dans le monde de notre monde à nous, hein, le monde des objets. C'est ce que je dis souvent aux conservateurs du département des objets d'art. Je dis souvent, vous savez, si tel objet à vous vous plaît et qu'il n'est pas forcément au centre de l'histoire de l'art, si vous le mettez dans une vitrine isolée, les gens ne vont pas le regarder de la même façon. Et la force du Louvre, c'est que vous allez pouvoir prescrire une autre dimension à un objet. Ce n'est pas donné à toutes les institutions. Pour avoir travaillé dans d'autres musées, je sais que c'est le cas. Euh, je crois que ça a imposé quelque chose de très fort parce que dès qu'on a commencé à parler avec les différentes maisons, tout le monde n'y est pas. Il y a 45 maisons et 45 maisons et créateurs, des grandes maisons, des maisons plus jeunes, des très grandes, des plus petites. Moi, ce que je voulais, c'est qu'il y ait de la pertinence dans tout ce qu'on choisissait. Donc, certains n'y sont pas, et c'est pas parce qu'on considère que c'est pas bien, c'est que là, il y avait un pitch qui était très fort, qui était de se dire, il faut qu'il y ait ce rapport avec les objets d'art de Byzance au Second Empire, et que s'il n'y a pas ce rapport très étroit, bah, voilà, il faut faire des choix, et on ne voulait pas en mettre partout, parce qu'on voulait qu'au contraire, ce regard soit très, très précis, très choisi, et qu'on puisse faire créer de l'émotion et de l'intuition parmi nos visiteurs. Je dois dire que tout ça s'est fait avec une sorte de très grande facilité et de compréhension. Je pense aussi parce que le Louvre, comme musée, impose quelque chose de très particulier. D'abord parce que c'est la première fois, donc c'est pas comme Oui. si on faisait la demande pour la 15e fois. C'est une première fois, donc c'est quand même pas neutre. Comme le dit Laurence Descartes, la présidente directrice, ben, le Louvre est au centre de Paris. Paris, c'est quand même la capitale de la mode. Voilà, il y a quand même une connivence, une connexion très singulière. Alors, on sait les liens du Louvre avec Louis Vuitton et Christian Dior qui organisent certains défilés. On sait nos liens étroits avec le groupe LVMH parce que c'est comme un groupe qui nous accompagne très souvent sur des projets importants. Je pense notamment à des projets d'acquisition de trésors nationaux. Et voilà. Mais de l'autre côté, on a fait des projets, des projets en collaboration avec la Maison L'Oréal assez extraordinaires, maison à laquelle appartient, groupe à laquelle appartient la Maison Mugler aujourd'hui. Et juste pour information, comme pour vous montrer que on est dans une sorte d'œcuménisme presque total, il se trouve que les salles 18e du Louvre dans lesquelles vont se déployer un certain nombre d'objets de mode ont été restaurés et réouvertes il y a plus d'une dizaine d'années maintenant, notamment grâce au mécénat de François de Marivonne Pinault. Donc, Ah, autant te dire oui. que nous, on se sent extrêmement je crois que c'est aussi la force de l'art et la force d'une institution qui est comme ça, à la fois très ouverte et très universelle, c'est de ne pas se sentir. Enfin, voilà. En fait, je pense que après beaucoup de maisons, comme tu le sais, je les ai aussi pratiquées dans C'est d'autres ça. contextes. Elles te font confiance Enfin, puisqu'elles en tout cas, connaissent ton travail. on se fait une confiance mutuelle, je dirais. Et je pense que les gens, nos partenaires, nos interlocuteurs dans les maisons, savaient qu'il y avait une confiance et qu'on ne trahirait pas cette confiance, qu'on ferait les choses le mieux du monde. La présence de Nathalie Crinière aussi a aidé, parce que Nathalie, c'est aussi quelqu'un d'incontournable dans ses expositions de mode. Donc, quand on confie aussi la scénographie et la réflexion de tout ça, je pense aussi à nos amis d'Alain Morphée pour le graphisme et les signalétiques. Donc, on a réuni la bonne équipe, si tu veux, la Martinière pour en coédition avec le catalogue, les bonnes personnes pour que ce projet qui est très ambitieux et très, très nouveau pour nous, très original, comme toutes les premières, voilà, on le fait très bien, comme tout ce qu'on fait ici, mais voilà, avec aussi des points d'interrogation, on verra ce que ça donne. Euh, voilà, pour nous, c'était important aussi de montrer à ces maisons que leur confiance n'était pas perdue parce que voilà, on s'entourait des meilleures personnes pour le mener à bien. Et je veux dire que ça a été
Un tour de force, très certainement. Un grand plaisir aussi parce qu'il y a eu beaucoup d'attention, beaucoup de maisons se sont mis en quatre pour répondre à nos demandes. Parce que quelquefois, tu sais, les commissaires d'exposition, on a des lubies, il y a le truc qu'on veut absolument, etc. Et je dois dire que, à l'image de grandes maisons ou de créateurs que nous aimons beaucoup, je pense à quelqu'un comme Jonathan Anderson, tu vois, où tu lui envoies un petit mot pour le bébé en disant voilà, on aimerait emprunter. Ce que vous voulez. Il n'y a même pas de vous êtes commissaire d'exposition, you are the curator. Donc voilà, il n'y a pas de, on n'a pas à intervenir dans les choix. Et ça a été assez merveilleux, mais je pense que je ne suis pas totalement naïf. Je pense que c'est aussi cette présence forte et symbolique du Louvre qui permet d'accomplir ce genre de projet. Hmm. Et pour la disposition, est-ce que les maisons t'ont dit où sera placée telle pièce par rapport à telle autre? C'est une question brûlante. Tu sais, j'ai fait un jour, je Pardon. sais plus, c'était pas une exposition de marque d'ailleurs, c'était une exposition au musée d'Argotif, une exposition thématique. Et je me souviens, le commissaire, je pense que c'était Denis Brula, pour l'exposition sur la, la mode et le scandale. Et alors, il me dit, Mhm. ah, je crois que pour telle vitrine, il y a un petit problème. Alors, je vais dire la maison, parce que, enfin, je vais dire en tout cas le prêteur, parce que ça a du sens par rapport à la chute. Euh, la, la Fondation Saint-Laurent est un peu inquiète de, voilà, etc. Et il se trouve que j'ai quelques temps après un rendez-vous avec Pierre Berger, qui était vice-président du musée d'art décoratif, comme on le sait sans doute, et je vais le voir à la Fondation, et à la fin d'une discussion qui n'avait pas ça pour sujet, je lui dis, bon alors Pierre, je vous montre les plans je vous montre les plans de l'exposition, donc mais c'est ridicule, qui vous a demandé ça? Bien sûr, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Je suis sûr qu'il avait son avis quand même sur la question. Là, dans le cas de l'exposition, je dois dire que ce qui a été merveilleux, c'est la grande confiance et la grande liberté donnée par les maisons, comme quoi ça n'est pas impossible, très Mhm. clairement. Et puis aussi, c'est la force de l'habitude. D'abord, on est dans un espace monumental. Le département des objets d'art, ça fait quasiment 9000 mètres carrés. On n'utilise pas tous les 9000 mètres carrés, mais pour une centaine de pièces, il y avait un peu d'espace. Donc Ça va. voilà, moi, Oui. ce que je voulais, et les choses ont été très claires dès le ddébut, quelquefois dans la scénographie et le parcours, puisque c'est comme une flânerie dans les salles du département et du Louvre, hein, on leur a tout de suite dit, il y a des moments où on aura des créateurs tout seuls parce que le dialogue, voilà, se fait comme il faut. Quelquefois, il y aura des podiums où il y aura peut-être deux ou trois ou quatre créateurs ensemble. Euh, il faut juste nous faire confiance parce que ce choix, on le fait parce que on le trouve pertinent, on pense que ça va être très marquant, etc. Et on n'a eu aucune contrainte ou aucune remarque. Et je veux dire qu'en ce moment, on est en train de maquiner les dernières œuvres avant de les mettre en place dans les salles du Louvre. Et notamment pour les plus grandes maisons, elles dépêchent souvent sur place les gens de leurs équipes. Et elles ont des équipes de tout premier plan. Et c'est amusant de voir des gens d'une maison, regarder ce que les autres maisons ont prêté et avoir, voilà, se dire, waouh, on est en bonne compagnie ou très clairement, voilà, Oui. on tient notre place. Et ça, c'est important parce que, voilà, c'est toujours pareil. Tu sais, c'est comme pour une exposition, je dirais normale, c'est une exposition normale, mais quand on fait une exposition sur tel ou tel sujet, quand on sait qu'on a la confiance de deux ou trois grands prêteurs, après, les choses vont très naturellement. Quand tu es capable de dire pour telle exposition, ah mais vous savez, le Met ou la National Gallery vont nous prêter telle chose, euh, c'est quelque chose aussi qui détend aussi les prêteurs et qui disent, bon voilà, si les autres y sont, il faut quand même qu'on fasse en sorte de pouvoir faire belle figure. Bien sûr. Il y a notre ami Jean-Charles de Castelbajac qui est là. Bonsoir Hello Jean-Charles, Jean-Charles. qui fait partie de Tu fais l'exposition. partie, bah, Mm. évidemment. Alors, tu as vu d'abord dans le catalogue, c'est un catalogue de 300 pages. Ce à quoi je tenais pour le catalogue, parce que comme je sais que Jean-Charles est aussi un homme de lettres et d'histoire, ça tombe à pic. Euh, ce qu'on voulait pour ce catalogue, c'est soit un vrai catalogue d'histoire de l'art. Donc, il y a des textes, des essais. Et ces essais, à part Émilie Amen, que tu connais, qui est une historienne de la mode absolument merveilleuse, tous les essais ont été confiés à des conservateurs du Louvre, en l'occurrence beaucoup de conservateurs du département des objets d'art, qui ne sont pas des spécialistes de mode, mais à qui j'ai donné la liberté de commenter ces créations de leur point de vue de spécialistes.
quand tu t'appelles Philippe Malgouir et que tu fais le catalogue raisonné des armes et des armures du Louvre, Ah c'est oui, intéressant de donner ton point de vue sur Balenciaga, sur Jonathan Anderson quand il fait des vestes en métal, sur Paco Rabanne. C'était un peu l'esprit du catalogue. Et pour chaque œuvre, avec Marie Bribicot qui m'a assisté sur cette exposition, on a fait chaque œuvre une notice, comme les grandes expositions normales, avec des œuvres de comparaison ou des œuvres qu'on peut rapprocher, etc. Et aussi au sein du catalogue, ce qu'on a voulu, c'est faire une douzaine d'entretiens avec un certain nombre de créateurs et de créatrices pour qu'ils partagent avec nous leur point de vue sur ce qu'est l'histoire de l'art pour eux, sur ce qu'est leur rapport au musée, leur rapport au Louvre en l'occurrence, leur période préférée, comment ça s'inscrit dans leur processus créatif. Ce qui, je trouve, est intéressant pour les historiens de l'art que nous sommes parce que c'est pas forcément les questions qu'on leur pose. Et c'est quelquefois compliqué de c'est récupérer vrai. tous les éléments, si tu veux. Hélas, quelqu'un comme Alexander McQueen n'est plus de ce monde, mais quand on voit ses moodboards pour les expositions, pour certaines collections, c'est fascinant pour les historiens de l'art parce que c'est une sorte de mélange de sources historiques et artistiques complètement extraordinaires, avec une culture presque exacerbée de l'image. Et c'était important d'avoir un certain nombre de créateurs. Et on ne pouvait pas le faire pour tout le monde, mais on est vraiment très heureux que un certain nombre d'entre eux, dont Jean-Charles, mais aussi Mathieu Blasi, Louis Trotter, Jonathan Anderson et bien d'autres ont accepté comme ça aussi de parler de leur rapport avec l'institution muséale et sans nombrilisme particulier en disant est-ce que vous aimez le Louvre ou pas, parce que c'est pas que le sujet, c'est le rapport au musée. Et Jean-Charles est quelqu'un que nous aimons beaucoup et qui avait toute sa place parce que ça fait partie aussi de ces grandes figures de la mode qui, par leur curiosité, ont toujours ménagé cette place importante à l'idée de musée, à l'idée d'histoire de l'art. Et donc, voilà, on était très heureux qu'il accepte d'être présent dans l'exposition, avec une belle surprise, mais ça, je peux pas tout dire. Ça se verra plus. Ah, qui n'est pas dans le catalogue ou qui est dans le catalogue? Bien sûr qu'il est dans le Ah, catalogue. parce Comme qu'il y a garde la robe avec les pochettes en bancs. plastique Non, pour alors, mettre les photos. ça, je voulais cette photo parce que c'est un imperméable qui est dessiné par Jean-Charles fin des années 80, début des années 90, si je ne m'abuse, et qui est un extraordinaire, comme beaucoup de choses faites de façon très précurseur, euh, qui est un grand impair en plastique dans lequel sont glissées des cartes postales de Paris et notamment des cartes postales du Louvre. Donc ça, je trouvais que c'était tellement l'esprit de l'exposition qu'on ne pouvait pas ne pas l'avoir dans le catalogue. Mais Jean-Charles est présent par un look assez extraordinaire de 2010, si je ne m'abuse, qui est un tailleur court, façon tapisserie médiévale, comme une grande verdure, sur lequel sont brodés des bambis. Et là, on adore aussi parce que c'est le télescopage entre ce que les anglo-saxons appelleraient low and high culture, mais Mhm. je crois que c'est aussi à l'image du Louvre, c'est-à-dire on peut accéder et on peut faire l'expérience du musée à plein de niveaux différents et que euh, ça ne se fait jamais au détriment de l'un ou de l'autre. Et la mode en tant que telle est un fabuleux adjuvant pour ça. Mais voilà, de montrer comment on peut regarder les choses un petit peu différemment. Mm. Bon, et je vois que tu as lancé un débat en commentaire sur faut-il enseigner l'histoire de l'art en France dans les écoles? Alors, Un peu plus tôt le, là. le conservateur de musée dirait oui, je pense que ça fait beaucoup de bien et je pense que c'est extrêmement créatif. C'est drôle ce que tu dis ça parce que j'ai lu ce week-end le livre d'entretien de Xavier Niel, pardon, avec Jean-Louis Missica, Une sacrée envie de foutre le bordel, et il parle à un moment du fait de c'est quoi la bonne équipe pour faire un projet. Et il cite l'idée, ce qui est assez intéressant, il cite il faut un ingénieur, un machin, et quelqu'un qui est très capé ou qui a des diplômes, quelqu'un qui n'en a pas, qui va être beaucoup plus, peut-être beaucoup plus direct, intuitif. Et puis il dit, et puis un designer. Ça m'a surpris, j'ai trouvé ça super intéressant et je pense qu'il a raison. En fait, et pas qu'un vernis, mais je pense quand même un petit fond de culture artistique. On le fait pour la musique, hein, le cinéma est présent à l'école, etc. L'école d'histoire de l'art l'est aussi. Mais je pense qu'un petit bagage global d'histoire de l'art ne ferait pas de mal à nos concitoyens, parce que ça fait partie, comme la culture scientifique, d'une façon d'appréhender le monde et de ne pas s'en remettre à d'autres, mais de pouvoir au moins avoir de temps en temps un point de vue Mm. par soi-même sur les choses. Ah oui, quelqu'un dit dès la sixième. Oui, euh, mais Oui.
Pourquoi pas dès la sixième, mais en tout cas que ça soit présent. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tu sais, il y a des grands efforts qui sont faits par la ministre actuelle d'ailleurs, qui a repris le flambeau sur la question de l'éducation artistique et culturelle à l'école, qui est un truc essentiel. Mhm. Et je pense qu'elle a raison d'insister parce que c'est là aussi où on peut gommer un certain nombre d'inégalités sociales et culturelles qui peuvent quelquefois avoir de lourdes conséquences. Et quand on pense au monde de la mode, je pense que s'il y a des étudiants d'école de mode qui suivent ton live ce soir, il faut leur dire, il faut toujours aller au musée, il faut aller voir des expositions. Les plus grands le font. Voilà, Oui, juste dire, les plus grands créateurs, qui ont été à la fois les plus grands créateurs en termes artistiques et en termes aussi de success story, économique, industriel, tout ce qu'on veut, ils vont au musée, ils vont voir des expositions, ils vont rencontrer des artistes. Et donc ça, je pense qu'il faut vraiment que le monde de la mode, et notamment les plus jeunes, je sais que c'est une grande attention à laquelle aussi l'Institut français de la mode est très très vigilante là-dessus, mais ça on peut leur dire, en fait le musée c'est un lieu pour eux. Et il faut qu'ils aient des expositions, pas que des expositions de mode, mais je pense que c'est intéressant, c'est que les expositions de mode peuvent les aider à franchir le pas quelquefois de se dire, bon, allez, hop, on va au musée. Et dans une expression comme celle que l'ouvre couture, notre secret espoir, évidemment, c'est de se dire que les gens vont franchir le pas parce qu'il y a de la mode et que c'est accessible, que c'est de plein pied et que peut-être que dans la foulée, ils vont aller regarder des objets ou des œuvres dont ils n'ont peut-être pas l'idée et on ne peut pas les blâmer qu'ils n'en aient pas l'idée, on peut juste se réjouir pour eux qu'ils vont les découvrir. Donc c'est ça l'essentiel. oui. C'est ça, je me disais, une exposition comme ça aura un impact. Est-ce que tu peux prédire l'impact? Je ne sais pas si elle peut avoir un impact. En tout cas, tout ce que fait le Louvre est souvent regardé et scruté, je le disais en introduction. Donc, le fait d'avoir un parti pris, une façon de l'aborder, ça va sans doute être commenté, en bien, en mal. Je suis sûr qu'il y a plein de ronchons qui vont dire, mais c'est n'importe quoi, le Louvre, la mode, pourquoi eux? Il y a déjà ces musées qui le font, etc. Je peux comprendre peut-être leur ronchonnement, mais en même temps, je pense qu'aujourd'hui, l'enjeu du musée est plus large. Il est aussi de faire passer un cap à un public jeune, on va dire les 15-25 ans, qui sont le futur des musées, et leur donner envie de venir au musée, leur montrer que ce sont des lieux qui ne sont pas statiques, mais qui sont des lieux qui aussi s'intéressent au monde d'aujourd'hui et peuvent leur faire comprendre des choses du monde d'aujourd'hui à travers leur collection. Donc ça, c'est assez fondamental. Euh, Après, voilà, on espère que. Je te l'ai dit, l'attente du côté du musée, c'est pas de se dire on va faire venir plus de visiteurs. Des visiteurs, il y en a déjà beaucoup au Louvre. L'attente, elle est aussi sur ces visiteurs plus jeunes, pour leur donner peut-être envie de revenir au Louvre ou d'y venir pour la première fois, parce que c'est peut-être pas impossible qu'ils soient jamais allés. Et aussi pour un public voilà, plus parisien, plus, je te disais, plus européen, à qui quelquefois le Louvre ne fait pas peur, mais le fait qu'il y ait beaucoup de visiteurs, etc., euh, les empêche un petit peu parce qu'il y a une petite appréhension, il y a une petite appréhension. Alors tu sais, Cézanne disait que le Louvre, c'est le livre où on apprend à écrire, le livre où on apprend à lire, pardon. Et je pense que c'est aussi un lieu incroyable, un mood board géant. C'est un mood board géant, le Louvre, parce que tout ce télescope, on essaye, nous, les conservateurs, de les ordonner le plus intelligemment possible. Pour une fois, avec cette exposition, on met un peu de disruption là-dedans. On met la forme des. On montre peut-être les collections à l'échelle humaine, parce qu'après tout, ça parle du corps humain et ça parle de choses qui sont très universelles. Donc, c'est aussi une façon peut-être plus aisée voilà, d'entrer dans le musée. Mhm. Et je pense qu'elle aura un impact sur la mode elle-même, puisque comme tu dis, des jeunes créateurs qui voient cette expo se diront que les plus grands vont au musée et régulièrement. Bah, je pense que ça, c'est un impact qui n'est pas négligeable et ça doit être important aussi pour les musées. Je te l'ai dit tout à l'heure, depuis des années, mais de façon encore plus forte depuis l'arrivée de Laurence Zegard comme présidente directrice du musée. Le Louvre est ouvert à toutes les formes d'expression artistique et créative contemporaine. Donc, il était étonnant qu'il n'y ait juste pas la mode dans ces créations, dans ce champ de la création, et la mode étant un des champs en plus le plus effervescent, le plus intéressant, le plus excitant, le plus ouvert au public aussi. Et c'est vrai que je pense que tu as raison. euh,
En fait, ce qui est fou, c'est que moi, je viens pas du monde de la mode. Quand on regarde ça, on est toujours frappé parce que je trouve qu'on leur demande énormément de choses. On leur demande de se renouveler. Il y a un rythme qui est assez fou. C'est pour ça que la rencontre entre le temps long du musée et ce temps super cyclique, rapide de la mode, c'est assez intéressant, rien que à voir et à apprécier dans une exposition de ce type. Euh, on leur demande beaucoup à ces créateurs. Ils ont un rythme qui est énorme. On leur demande de se renouveler, on leur demande de trouver des idées tout le temps. Euh, je trouve que le Louvre, de ce point de vue-là, et les collections du Louvre sont l'extraordinaire bain de jouvence. C'est-à-dire que Mhm. c'est inépuisable, qu'on peut aimer un aspect à un bout et à l'autre des collections sur le spectre chronologique, civilisationnel, culturel, qu'on peut l'aborder en toute liberté. Ça, je pense que c'est des choses qui sont assez vivifiantes. Et dans un monde qui les pressure presque pour inventer toujours quelque chose de nouveau et renouveler l'intérêt, enfin, c'est toi qui connais mieux l'économie de la mode que moi, mais comme observateur, c'est ça que je vois et qui est quelquefois un peu effrayant presque, parce que c'est vertigineux. Je pense qu'aujourd'hui, le vrai luxe aussi, c'est de prendre un tout petit peu le temps de se baigner à ce type d'expériences qui sont finalement à portée de main et qu'on n'a pas forcément en tête parce qu'elles peuvent faire un peu peur, parce qu'elles peuvent. Voilà. Et l'exposition est là pour, au contraire, totalement détendre et ouvrir ce spectre-là. Mhm. C'est intéressant ce choc des temporalités. C'est vrai, les 6 mois d'une collection et tu disais, il y a combien? 2000 ans dans cette expo? Au Louvre, il y a beaucoup plus que 2000 ans. Au Louvre, Dans l'expo? je sais pas, il y a 1000 ans où, voilà, l'exposition, oui, on va de Byzance, tu sais, il va bientôt y avoir, dans les années qui viennent, la création d'un département des arts de Byzance, donc ces œuvres bientôt seront amenées à aller dans une autre partie du bâtiment. Mais là, pour l'instant, elles sont encore aux objets d'art historiquement, donc on a la chance de les avoir. Donc on part vraiment du 4e, 5e siècle jusqu'à 1860. On va aussi utiliser, on vient de réouvrir les appartements Napoléon III, qui ont un lieu assez extraordinaire. C'est assez fascinant de voir, et ce qui sera présenté sera autour de l'idée un peu de la démesure et voilà, espèce d'incroyables choses d'histoire de la mode. Euh, Ces appartements Napoléon III, ils ont été particulièrement avancés dans leurs travaux en 1858, qui est l'année de la création de la haute couture par Charles Folliotte à Paris. Donc, Mhm. tu vois, tout est dans tout. Je sais que Galliera ouvre bientôt une exposition sur la Maison Worth. Je trouve que c'est assez excitant de voir comment aussi voilà, on peut aussi mettre en perspective ces questions d'histoire, cette question du temps long, parce que c'est aussi une façon peut-être de tu sais, c'est compliqué parce qu'il y a une dimension commerciale réelle, irréfutable et tout à fait normale d'ailleurs dans la mode aujourd'hui, dans le monde de la mode, l'industrie de la mode. Euh, il y a cette chose toujours un peu compliquée de se dire, mais euh, est-ce que mais c'est quoi la source? Tu sais, les mood boards, il y a toujours un petit problème, enfin, une petite hésitation chez les créateurs à montrer leur mood board parce que dans leur mood board, il y a plein de choses. Et quelquefois, ça peut être d'ailleurs quelque chose qu'ils ont adoré d'un autre créateur, etc. Et c'est toujours compliqué dans le monde de la mode parce que quand même ce domaine, cette dimension économique qui est très forte, ça crée toujours une petite tension, une petite crispation. Et moi, je dis toujours, quand on travaille avec les maisons, moi, je sais que je rêverais un jour de faire quelque chose sur les moodboards Ah de oui. Marie Grazia, les moodboards d'Alexander McQueen, les moodboards de Galliano, etc. Il y a des créateurs qui n'aiment pas du tout l'idée de moodboard. Jean-Charles, d'ailleurs, il le dit souvent dans les interviews, c'est un truc qui. Voilà. Et ça, il n'y a pas de problème. Comme historien de l'art, c'est quelque chose qui nous interroge, parce que cette espèce de télescopage d'images, c'est quand même excitant, parce que c'est notre boulot de tous les jours. Donc. Euh, et je trouve que ça, c'est intéressant parce que je dis souvent aux maisons qui ont toujours un peu d'hésitation à partager ce genre de choses parce que c'est un peu voilà, compliqué. Je dis, mais qu'est-ce que vous croyez que Rubens faisait, quoi? Rubens, il faisait ça.
voilà, il regardait des choses, des antiques, ce que faisait un peu le voisin, voilà. Ça, je pense que c'est très important de réinscrire ça dans un temps long qui finalement est plus bienveillant et qui est plus généreux, plus aisé, intéressant aussi pour finalement pour les créateurs et pour nos visiteurs. Donc ça, je pense que c'est un élément, j'espère, qui ressortira, alors qui est très fort dans le catalogue parce que c'est des choses qu'il faut un peu de temps à apprécier, à regarder, etc. Mais et tout comme d'ailleurs, ce que je trouve dans le monde de la mode, le cycle infernal de la production, il y a des gens qui disent ah oui, telle collection c'était moins bien, etc. Ben, comme je le dis aussi, alors je ne veux pas m'acharner sur Rubens, hein, mais il y a des Rubens qui sont moches. Bon, bah, c'est comme ça, on n'est pas toujours on n'est Bon, pas obligé c'est comme toujours d'être ça. génial, voilà. Donc, euh, bon, et ça, je pense que c'est important que le musée, le Louvre ici, mais le musée en général, soit considéré comme voilà, un lieu aussi voilà, de liberté. Voilà, on peut se confronter à plein de choses différentes et ça se passera très très bien. Voilà. De liberté, ça fait du bien par les temps qui courent. On a l'impression Ouais, que c'est un peu la solution à beaucoup de choses. ça peut aider. On va pas s'aventurer dans cette conversation, mais non, mais tu disais, en fait, peut-être qu'on aurait dû commencer par là. Tu disais, tu ne viens pas de la mode. Qu'est-ce qui t'a amené, qu'est-ce qui t'a fait tomber dans la mode? Alors, Pas bah, tomber, parce que c'est vrai, mais c'est l'inverse, aimer. on revient toujours au Louvre d'une certaine manière. Bon, moi, j'ai toujours aimé ça à titre personnel, les créateurs, et je me souviens d'enfants regarder au journal télévisé comment elle s'appelait cette journaliste, bref. Voilà, moi j'ai toujours aimé ça, j'ai des souvenirs très. Enfin, à l'époque, on voyait le défilé de Saint-Laurent le soir au journal de 20 heures parce que ça faisait partie d'un moment important de la vie intellectuelle et culturelle, artistique, etc. En fait, ce qui m'a fait un peu tomber dedans, et c'est ça qui est assez drôle, c'est qu'en 2009, je travaillais pour le projet du Louvre à Abu Dhabi, dont la directrice scientifique était Laurence Descartes. Euh, donc tu vois, le monde est petit. Et on nous prévient, c'était à la fin 2008, on nous prévient que Pierre Berger a décidé de vendre la collection qu'il avait créée, qu'il avait imaginée avec Yves Saint-Laurent. Euh, et nous, on travaillait sur ce projet qui n'existait pas. Tu connais peut-être le musée aujourd'hui, mais à l'époque, on allait en bateau sur une île qui n'existait pas. Laurence et moi, on travaillait à Orsay. Et quand elle avait été nommée, j'étais très triste qu'elle parte. Elle était venue me voir après pour me dire, tu veux pas venir travailler dans mon équipe. Et au moment de cette vente Saint-Laurent, Pierre Berger, on a eu la chance tous les deux de se retrouver et dans l'appartement de la rue de Babylone et dans l'appartement de la rue Bonaparte pour voir un peu en avant-première les œuvres et pour commencer à imaginer dans la plus grande confidentialité, notamment pour les objets d'art, ceux qui pourraient être intéressants d'essayer d'acheter pour le futur musée. Et à ce moment-là, c'est quelque chose dont j'ai pris beaucoup conscience, ce rapport très fort entre les créateurs de mode et l'art et dans leur travail, et comme collectionneur, et comme créateur d'un certain esprit du temps, d'un style. Il n'y a pas beaucoup de créateurs dont on ne connaît pas les intérieurs. Bah, tu vois, une sorte, ça m'avait jamais frappé, j'étais encore jeune, je sais pas, j'avais 32, 33 ans, et ça, j'ai trouvé que c'était un vrai sujet. Donc j'ai commencé vraiment à m'intéresser à la mode sur ce prisme-là. Et puis en 2013, quand j'ai eu la chance d'être nommé à la tête du musée d'art décoratif, qui est un musée que je ne connaissais pas très bien, et pour lequel j'ai eu une infection, tu imagines, les larmes après 9 ans, il y Oui. avait quand même ces collections de mode colossales avec des espaces importants, une collection qui était des plus grandes au monde. Donc là, il a bien fallu se jeter dans le bain, dans le grand bain. Euh, et étonnamment, ce monde qui de l'extérieur, je connaissais la mode que par le produit fini, tu vois, par ce qu'on voit dans les collections, dans les magazines, ce monde qui peut paraître comme ça un peu distant, un peu lointain, quelquefois pas forcément très sympathique, a été très accueillant. Et donc très vite, c'était un peu amusant. Loïc Prigent avait l'habitude de dire oui, mais toi, tu as un vrai métier à côté. J'allais au défilé, j'allais voir les défilés, j'étais invité pas à tout, mais voilà, pour maintenir des liens avec les maisons, parce que tu sais que ça a aussi quelquefois un impact financier, et de mécénat important, de partenariat. Donc j'assistais à des défilés, j'ai rencontré à ce moment-là plus des créateurs, et j'ai eu la chance d'avoir à programmer dans la programmation du
musée des arts décoratifs, des expositions de mode. Donc, tu es bien obligé à un moment donné de travailler, de t'y intéresser plus profondément, de lire, de t'informer. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup vraiment intéressé. Alors là, c'est un peu bizarre parce que c'est plus du tout mon spectre quand je suis au Louvre. Mais c'était une sorte de clin d'œil comme ça aussi. Et c'est une discussion qu'on avait eue depuis longtemps avec Laurence Descartes. Et je le dis dans la préface, enfin dans mes remerciements dans le catalogue. Je pense que le projet de cette exposition, il date de février 2009, quand on est avec Laurence et qu'elle est l'extraordinaire directrice du projet du Louvre Abu Dhabi et qu'elle nous galvanise pour faire les premières acquisitions Mhm. dans un contexte qui est Mhm. très compliqué, tu vois, de discussions diplomatiques, etc. Et, euh, et je pense que l'exposition, en partie, elle est née là. De tout d'un coup, de se rendre compte que un certain nombre de ses créateurs, parmi les plus intéressants, nourrissent ce rapport très étroit, très intime avec l'art. Alors là, il est biaisé dans le projet, dans le projet d'exposition, parce que c'est vraiment les objets d'art. On pourrait imaginer que ça serait une exposition complètement différente avec un autre commissaire, mais on pourrait imaginer qu'on puisse imaginer la même chose avec la peinture, avec l'archéologie, comme on l'avait fait au moment de Christian Dior avec la collection égyptienne de Galliano. On pourrait imaginer l'Antiquité grecque et romaine avec Madame Gray, avec Asdine, Alaya, etc. Donc c'était un point de vue, mais je dirais que c'est nourri de toute cette histoire plus personnelle et de voilà, de moments de ma carrière professionnelle. Donc, ça a été le déclencheur, cette vente Saint-Laurent. Oui, parce que c'était assez galvanisant. Tu imagines, lors de cette vente, le Louvre Abu Dhabi a fait l'acquisition du Mondrian de 1922. On a pu se porter acquéreur pour le Louvre Abu Dhabi de pièces d'art décoratif très importantes. Je pense à des émaux peints qui venaient d'ailleurs de la collection d'Hubert de Givenchy, qui avait été racheté par Pierre Berger et par Yves Saint-Laurent plus tard. Voilà, de pièces aussi, tu vois, très, très importantes. Et euh, c'est- c'était tellement monumental et tellement magistral que tu étais complètement immergé dans ce sentiment de ce rapport entre l'art et la mode. Et donc Mhm. ça, c'est là où je me suis rendu compte que c'était un sujet sérieux, en tout cas. Jusqu'alors, j'allais dans les expositions au Musée d'art décoratif, à Gaillera, au Victoria Art Museum. J'avoue que ça correspond à peu près, d'ailleurs, au moment de l'exposition de Alexander McQueen au Met, qui avait été un choc absolu. Je me souviens d'Henri Oui, Loiret, qui était alors le président du Louvre, qui revient de New York, qui me dit, je crois que c'est la plus belle exposition que j'ai jamais vue. T'imagines Henri Loiret, on avait vu des centaines, comme, comme un grand monsieur des musées internationaux qu'il est. Euh, c'est vrai. C'était voilà. en 2011, je crois. Alors, Ou 2000. euh, Non, non, peut-être avant, 2009. je crois que c'est 2009 ou 2010. Enfin, Oui. c'est toute cette période-là. Et donc, c'est là où je me suis rendu compte, en m'y intéressant de plus près, que c'était une chose sérieuse, alors qu'il parlait sur une modalité un peu différente. Donc, comme elle parlait sur une modalité différente, elle apparaissait à beaucoup de gens superficielle, peut-être, ou anecdotique. Mais ça serait vraiment faire injure à tous ces grands commissaires d'exposition de mode ou d'historiens de la mode que je ne suis pas, voilà, qui montrent chaque jour par leurs publications, par leurs projets, par leurs acquisitions, que c'est un sujet, un grand domaine magistral de la culture scientifique et de l'histoire de l'art plus généralement. Et ce n'est pas superficiel. Et il y a dans ce livre la fameuse citation de Karl Lagerfeld Et qui est que j'ai mis aussi en exégèse de mon texte pour le catalogue. Je suis superficiel, mais il faut aussi voir la taille de la superficie. Et ça, c'est génial. C'est Sophie Fontanelle qui me le rappelait quand on faisait cet entretien pour le livre qu'elle a publié avec le Louvre. Je trouve que ça dit tout. Alors, avec l'esprit lagerfeldien, c'est encore un au-dessus. Mais ce point de vue, c'est tellement, tellement juste que voilà. absolument. Et alors, quelqu'un dit, te demande de lui montrer les Rubens moches. Est-ce C'est la qu'il y a des Est-ce qu'il y en a des moches au Louvre? Alors, non, au Louvre, il n'y a que Non. des très beaux tableaux, comme tu le sais. Mais moi, je considère qu'il n'y a que des belles œuvres au Louvre. Mais il n'y a pas que des grandes œuvres, en tout cas, parce que le parcours d'un artiste, quel qu'il soit, il n'est pas que dans les choses magistrales, et ça peut être aussi dans les choses plus modestes. Mais bon, moi, il y a des tableaux de Rubens que je trouve moins réussis que d'autres. Nous, au Louvre, on a le cycle de la vie de Marie de Médicis, qui est quand même le chef-d'œuvre absolu de Rubens. Donc, cette personne que je connais, je l'emmènerai dans d'autres endroits que le Louvre pour aller lui montrer. Ils ne sont pas dans nos salles, en tout cas. Entendu. Donc, en tout cas, on se retrouve le 24 pour aller visiter Absolument. cette exposition. On a hâte.
Merci. Bah, je Merci pour te l'invitation remercie alors. infiniment. Et, C'était vraiment super. et on vous Euh, attend à Louvre le 24, à partir du 24 janvier jusqu'au 21 juillet. Fantastique. Et la semaine prochaine, mon invité est Hugo Marchand. Ah, Donc, tu es en bonne compagnie ce mois-ci entre Willy Chavaria la semaine dernière et Hugo Marchand la semaine prochaine. J'ai beaucoup de tu as chance. beaucoup de chance. Eh bien, merci Merci beaucoup. Laure, Très bonne merci soirée. infiniment. À très vite. Bye. Bye bye. Bye.